pensez pas, quelque part, que la situation des Africains maintenant, la situation de l'Afrique, c'est la faute de nos parents? On m'a jugé, on m'a dit nanani, nanana, non, nanana. Mais je pense qu'il y a du débat. Non, je vois ce que tu veux dire. Yo, bonsoir tout le monde. On est encore là, je suis avec mes gars, Freddy, Joël et tout. On est calé encore, tranquille, relax, mais quand même stressé. Voilà. Parce que tout ce qui se passe là actuellement en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, ce n'est pas des sujets sur lesquels on peut bien dormir. Vous savez bien, tu vois, on vit ici, certes, on est dans le confort, certes, mais quand même, la mère patrie reste quand même, voilà, ça reste quand même une de nos préoccupations les plus essentielles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est encore réunis et tout, vas-y, on est en train de discuter par rapport à ça, on s'est dit, bon, vas-y, on allume la caméra, on discute comme ça devant la caméra pour partager nos idées avec vous aussi, tu vois. Et on crée du content en même temps. Exactement, on crée du content. Oh, vous connaissez comment ça marche, l'algorithme et tout. Ah, vous savez comment ça marche. C'est comme ça, on fait comme ça. Sur ce, likez, commentez, abonnez-vous, partagez. Ah bah ouais, mon gars. Vous savez c'est comment ça marche. Non, on arrive, vous savez, soutenir les frères vous soutiennent. On est ensemble, ceux qui les suivent. Ouais. Et ce soir, en fait, le bail, c'est que au Nigeria, violence policière. En Guinée, violence post-électorale. En Côte d'Ivoire, violence préélectorale. Hein? Au Cameroun, crise anglophone et tout ça. Au Congo, oh my god, vous savez déjà ce qui se passe là-bas depuis des années. Il y a trop de trucs. Voilà. Et, mais ce soir, on a. En Afrique du Sud, voilà. 40% des femmes se sont déjà fait violer dans leur vie. Voilà. C'est chaud, hein? Que des dingueries. Vas-y, la plupart de nous, on voudrait bien fermer les yeux dessus, mais ce n'est pas ça le bail en fait. C'est de s'ouvrir les yeux et de pouvoir discuter par rapport à ça et peut-être trouver des solutions parce qu'on est jeunes, c'est nous l'avenir en fait. Et sinon on n'est pas capable d'ouvrir ce débat-là, personne ne sera capable de le faire et tout. Donc, pour ce soir, en fait, on va commencer par une vidéo de France 24. Par rapport à ça là, je dis seulement là, vraiment, ce n'est pas la meilleure des sources, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est que les sources soient fiables et fiables, tu vois. Voilà, d'une manière ou d'une autre. C'est ça qui est important. Après, on a des informations qui ne viennent pas d'une seule vidéo, donc le commentaire, ça ne va pas baser que sur ça. Donc en fait, c'est la vidéo qui fait mieux le sommaire de tout ce qui se passe et tout, et de façon plus cohérente et tout, de tout ce qu'on a vu. Donc du coup, c'est pour ça qu'on la propose et tout. On va la regarder ensemble et on va essayer nous, de notre côté aussi, de donner notre avis et tout, et d'essayer de débattre dessus, de discuter, chacun donne son avis, et puis bon, voilà quoi, dans un esprit toujours familial et toujours ouvert, et toujours panafricaniste, et toujours, voilà quoi, avec beaucoup d'amour. Super longue introduction, hein. C'est moi. Bon, cela dit, commençons la vidéo. Let's go. Je kiffe ça. Vous êtes sur France 24 et vous avez raison, bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, personne ne mettra en péril la sécurité nationale. C'est la réponse du président nigérien délivrée à son peuple ce soir à la télévision. Après plusieurs semaines de violentes manifestations réprimées dans son pays, 12 personnes ont perdu la vie en dénonçant justement les violences policières. Nous irons à Abuja dans ce journal. La crise post-électorale en Guinée, depuis la présidentielle de dimanche dernier, la tension monte dans le pays. Les affrontements entre les militants de l'opposition et les forces de l'ordre se multiplient et ont fait au moins 12 morts. Et ils sont nombreux à manifester par ailleurs devant des ambassades dans le monde. Reportage dans un instant à Conakry. En Côte d'Ivoire, la main tendue du gouvernement vers l'opposition reçoit un accueil plutôt tiède. À moins de 10 jours de la présidentielle, le pays vit une crise préélectorale qui a déjà fait 13 morts depuis une semaine. Sa parole était attendue. Le président nigérien Muhammadu Buhari s'est adressé à la nation ce soir, plusieurs semaines après les manifestations qui ont dégénéré dans le pays et causé la mort de 12 personnes. Et il a demandé à la jeunesse de mettre fin aux manifestations. On l'écoute. I therefore call on our youth
J'appelle les jeunes à arrêter de protester dans la rue. Et je demande au gouvernement de trouver des solutions. Votre voix a été entendue très clairement et nous allons répondre. Loud and clear, and we are responding. Allons à Abuja, au Nigeria, pour retrouver notre correspondant Moïse Gomis qui a suivi pour nous la déclaration très attendue du président de la République. C'est une déclaration presque sans surprise de la part de Muhammadu Buhari qui s'est d'abord adressé aux casseurs en les menaçant, puisque on le rappelle, le Nigeria depuis plusieurs jours est sous le coup, et même au moment où on est en train de parler, il y a encore des violences qui se passent dans certains endroits du pays. Donc Muhammadu Buhari a menacé les casseurs de poursuites en leur précisant également que les forces de sécurité étaient sur le terrain et allaient les empêcher et allaient rétablir la loi. Ensuite, le président Muhammadu Buhari s'est adressé aux manifestants en leur disant qu'il les avait entendus, qu'il les avait entendus d'ailleurs le 12 octobre dernier et qu'il acceptait les 5 points sur la réforme des SARS, une réforme qu'il dit qu'il a déjà initiée, qu'il a déjà donné les instructions pour que cette réforme soit mise en place, cette réforme de la police. Il a également indiqué qu'il lançait un fonds de soutien pour la jeunesse et un fonds de soutien pour les petites et moyennes entreprises pour soutenir les opportunités auprès de la jeunesse. Également une restructuration de la grille des salaires des policiers et également des enseignants en indiquant également que pour lui, c'était une des priorités que les jeunes puissent entrer aussi dans l'enseignement. Le message qui est retenu par tous ici au Nigeria, c'est qu'il demande aux manifestants de rentrer chez eux et de ne plus marcher dans la rue puisqu'il estime qu'il a rempli son contrat en répondant à leurs demandes. Et depuis 2 semaines, les manifestations sont fermement réprimées au Nigeria. La population... Vous en pensez quoi, vous, qu'ils veulent que les gens ils arrêtent de marcher là? Après, c'est ce que tout président veut, tu vois. Ouais. Quand il y a une manifestation, tout le monde veut que tu arrêtes et que ça retrouve dans le calme, plus ou moins. Mais après, tu vois, je pense qu'il faut vraiment comprendre que c'est des trucs, c'est trop dangereux. En plus, ces histoires de soir, c'est même pas un truc récent. C'est un truc, si je me rappelle bien, c'est un truc qui a commencé des années 90 déjà. Tu vois, où ces gens-là, maintenant c'est un peu amplifié, ils ont exagéré, ils ont touché beaucoup plus de jeunes. Avec les social media maintenant, tu vois, il y a un moyen de vraiment communiquer sur ce qui se passe, tu vois. Et je pense que les gens, ils ne devraient pas arrêter, ils devraient continuer. Parce que l'expérience prouve que si tu arrêtes dans ces moments-là, c'est un signe de faiblesse. Et on est tous africains et même ces présidents-là, ils sont comme des parents africains, c'est des politiciens. Quand nos parents africains te disent non, t'inquiète, arrête, je vais te donner. Non, c'est faux. Eux-mêmes, ils savent que c'est faux, tu vois. Donc, du coup, moi, je pense que les gars, ils devaient continuer à se battre parce que c'est un grand plan, tu vois. C'est un grand plan. Moi, je pense que c'est un peu à double tranchant. Moi aussi, je trouve qu'il devrait continuer. Après, je trouve qu'il devrait arrêter pour qu'il n'y ait pas plus de morts. Donc, c'est un peu. Mais surtout, ce que je me dis, c'est que c'est des militaires, les SARS. Donc, en gros. Les policiers. Des policiers, mais super entraînés, en fait. Ils sont super entraînés. Donc, en gros, le président. Il pourrait aussi faire en sorte que cette unité-là disparaisse, qu'au moins qu'elle se... C'est ça la demande. C'est ça la raison. Ça veut dire la revendication des militants. Ouais, mais justement, parce qu'au lieu de demander aux gens d'arrêter de marcher, fais en sorte que ces gens-là, ils arrêtent leur truc. Ah ouais, le problème c'est qu'en tant que politicien, tu ne veux pas montrer de la faiblesse, tu vois. Donc tu as une fierté, tu veux montrer en tant que président que non, si tu laisses c'est pas vous qui choisissez, c'est mais à un moment, il faut jongler ce qui est le plus important. Est-ce que ton image est plus importante ou le peuple, parce qu'il y a des gens qui meurent? Mais en Afrique, l'expérience pour aussi en Afrique, le président il se fout du peuple. Non, mais en toute sincérité, moi je suis aussi d'accord avec Joël dans cette mesure là où je me dis que bon, c'est vrai que ça proteste, c'est de la même manière que je suis aussi d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il faut continuer
les protestations. Mais déjà, même dans la société civile aussi, il faut que... Tu parlais des casseurs et tout ça. Ouais, mais tu vois, dans cette discussion de marche, toute cette démarche-là, il ne faut jamais oublier que la plupart des casseurs, ce n'est pas des gens forcément qui veulent casser. Souvent, c'est des gens qui sont payés pour casser. Dans tous les... C'est comme aux États-Unis, quand il y a des trucs de George Floyd, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont été payés pour casser. Et même dans le cas du Nigeria, justement, moi-même j'ai vu des vidéos, j'ai vu les mêmes genres de vidéos. Des gens qui sortaient des vidéos, des voitures de policiers pour aller casser. Des gens qu'on a proposé de l'argent pour aller casser. Tu vois, parce que l'État veut avoir raison. L'État veut avoir une raison pour laquelle elle a dû appliquer la force. Tu vois, donc c'est facile pour eux. En plus de ça, c'est qu'il paraît, où les gars ils ont fait leur démonstration là, les gens ont été tirés, c'était la démonstration la plus calme. Tu vois, donc ce qui paraît, il y a des gens qui sont venus avant, ont désinstallé les caméras de surveillance. À la donne, vous faites quoi? Ils ont dit non, c'est l'État qui nous a dit de faire. Après, quand l'armée est arrivée, ils ont éteint les lumières. Il y a des vidéos qui le prouvent, tu vois. Ils ont éteint les lumières. Après, tu entends des tirs. Tu vois que vraiment que c'est un massacre, c'est fait exprès. C'est vraiment... C'est buté, quoi. Ce qui m'énerve encore plus dans cette situation, en fait, de cette situation, c'est que, en fait, écoute, il y a pas quelques années, là, et même pendant... Jusque-là, on se bat, par exemple, pour nos frères américains, par exemple, tu vois. Ouais. Là où il y a des violences policières, on se dit, mais écoutez, ça peut pas être possible. Et tout en connaissant aussi l'histoire de l'Amérique et de nos frères qui sont là-bas et tout en connaissant en fait tout ce déroulement. Et ce même procédé-là encore se retrouve encore en Nigeria, mon frère. Le Nigeria, là, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, c'est un pays de noirs, mon frère. Ils sont dans la rue, là, 99,9% des personnes sont noires. Qu'est-ce que vous faites? Donc, on va encore reparler maintenant du système, parce que le même système au Nigeria, c'est le même système au Burkina. Le même système au Burkina, c'est le même système en Côte d'Ivoire. Le même système en Côte d'Ivoire, c'est le même système qu'aux États-Unis. Donc, le système est global et c'est un système de répression. Et la police, elle joue un rôle dedans. C'est pas totalement pareil, parce que... Je sais pas, mais d'une manière ou d'une autre, quand tu vois que la police est en train d'agresser les gens dans la rue, juste des jeunes gens, mon frère, on ne sait même pas dans quelles conditions, mon frère. Tu sors dans la nuit, tu ne peux pas trouver le taxi pour rentrer. Imagine-toi, tu sors dans la nuit, tu ne peux pas trouver le taxi pour rentrer chez toi. On vient, on te contrôle, vas-y, montre ton passeport et tout. Tu n'as pas ton passeport dessus, ou bien tu n'as pas. Mon frère, qui marche maintenant avec son passeport sur lui, ou bien même ta carte d'identité, souvent tu l'oublies. Mon frère, parce que tu es censé vivre dans un pays de liberté. Et là, on te contrôle et tout, et on commence à te frapper, mon frère. Tu vois, donc c'est les conditions, alors que tu es dans ton pays, mon frère. Qui milite pour la fin de la violence policière s'est heurté encore à la brutalité de la part de l'État florilège des réactions au Nigeria et dans le monde par Harold Gérard. Wizkid, Davido, Tiwa Savage ou encore Yemi Alade, les superstars du Nigeria s'engagent pour dénoncer les violences dans leur pays. Sur les réseaux, la révolte a pris la forme d'un hashtag EndSARS. Comprenez, démanteler l'unité anti-vol de la police nigériane. Davido, star de l'afrobeat, dénonce un gouvernement insensible. Si vous êtes un gouverneur au Nigeria et que vous ne pouvez pas parler aux citoyens de votre État sans être hué et chassé, vous devriez avoir honte. Selon Amnesty International, 12 personnes auraient été tuées par les forces de l'ordre durant les manifestations de mardi. Le chanteur Wizkid dénonce ces violences sur sa page Twitter. Le gouvernement nigérian tire sur des civils non armés. Les stars américaines se mobilisent à leur tour. Les chanteuses Rihanna et Beyoncé appellent à la mobilisation de leurs fans. Ça me brise le cœur de voir cette brutalité vide de sens envahir le Nigeria. Les violences doivent cesser. Ce jeudi, les manifestations continuent. Sur les réseaux sociaux, les appels à la fin des violences se multiplient. Le gouvernement nigérian, lui, a imposé un couvre-feu à Lagos. La Guinée. Après, pour les gens comme Wizkid, ça fait longtemps qu'ils... Non, je parle pas de... Non, je parle de Beyoncé. Ouais, mais après, tu vois, c'est ceux-là, tu vois, tu les entends. Quand je disais, tu vois, auparavant, c'était que si c'était pas du Nigeria que ça parle, ou du Ghana, tu vois, les pays qui sont hype, t'allais vraiment entendre. Parce que, mec, regarde, des gens qui crèvent au Cameroun, des gens qui crèvent partout. Tu vois, tu n'entends rien. Tu vois, des gens qui crèvent au Congo.
Eux, ils ont 15 000 iPhones, tu vois, ils en ont pas besoin. Tu vois, genre, ce genre de truc-là, tu vois. C'est clair, tu peux pas gérer tous les pays, mais... Tu peux pas gérer tous les pays, mais... Au moins, tu vois, faites entendre votre voix, pas que quand il y a une crise, où il peut y avoir un buzz derrière. Parce qu'après, souvent, c'est le problème, c'est que souvent, tu as du mal à croire que ça vient du cœur, souvent. Parce que tu dis, c'est une source de marketing. Eux aussi font de la politique. Voilà, tu vois. Tous ces politiques aussi, d'une manière. Eux aussi, ils font de la politique. Mais moi, quand même, tu vois, d'une manière ou d'une autre, moi, je me dis que c'est un début pour quelque chose qui sera encore plus grand. Mais ça change. Parce au moins, c'est une bonne dynamique, tu vois, c'est une bonne dynamique. Au moins, ils ont commencé à comprendre, parce que les gens qui ont beaucoup d'influence, donc ils ont commencé à comprendre que, bon, on peut aussi on peut avoir cet œil-là sur le Ghana, sur le Nigeria, et donner notre avis. Et ça commence déjà bien. Parce qu'avant, la seule personne qui parlait, c'est Michael Jackson. Exactement. Et lui, il ne s'est jamais caché de ça. Et justement, il commence à comprendre que... On a gâté son nom. Voilà. Pourquoi j'aimerais bien que, même sans qu'il y ait des drames comme ça, qu'ils s'expriment, tu vois, parce que, frère, quand ils vont venir dans nos pays, là, frère, ce sont comme des rois et des reines chez nous. Tu vois, ils ont le même statut qu'un roi quand ils viennent, tu vois. Après, ils vont faire sur les réseaux, je suis allé dans mon pays d'origine, je me suis ressourcé, je me sens... ok, d'accord. Mais fais aussi en sorte que, quand il n'y a pas des trucs qui vont te ramener du buzz, que tu sois sur le terrain aussi, tu vois. C'est ça. Parce qu'ils ont les moyens. Parce que, par exemple, le fils à Will Smith, là, lui, il fait des trucs ouf. C'est un petit... Il crée des systèmes d'eau dans des pays où il n'y a pas de l'eau propre et tout, tu vois. Et lui, tu ne le vois pas forcément en avant. Tu ne vas pas adopter des enfants, je sais pas quoi. Parce que tu adoptes un enfant, tu as sauvé quoi? Tu as sauvé qui? Tu as sauvé une personne. Mais il s'agit de penser souvent au grand plan. Donc voilà. Bon, mais ça, c'est bien que ça s'exprime, ça c'est sûr. Voilà. C'est pas mal. Ouais, moi je propose que nous on passe un peu au cas de la Guinée. Donc vraiment, hein. Haute tension, des violences meurtrières ont éclaté en banlieue de Conakry depuis lundi soir. Au moins 12 personnes ont été tuées depuis le début des affrontements entre les militants de l'opposition, notamment ceux de l'UFDG qui revendiquent la victoire à la présidentielle de dimanche, et les forces de l'ordre des manifestants devant des représentations guinéennes dans le monde ont été signalées à Dakar, New York et Londres. Et dans les rues de la capitale guinéenne, l'ambiance, elle, est morose et tendue. De nombreux citoyens espèrent néanmoins un reportage de Mandao. Ça, c'est à côté, là. Des rues désertes, des commerces fermés, les principaux axes de Conakry d'habitude embouteillés, fluides. 4 jours après la présidentielle, la capitale guinéenne peine à retrouver son activité normale, suite aux violences meurtrières qui ont éclaté en banlieue mercredi. Ces jeunes Guinéens espèrent un rapide retour au calme. Le pays, ça ne va pas. Il y a du violence partout. C'est que moi, j'ai envie de dire à toutes les populations de se calmer. On veut que le pays soit calmé comme les autres. À Kaloum, commune du centre-ville de Conakry. Attends, mais les Guinéens vont me tuer avec mon français. C'est un truc, c'est fou. On a dit de sortir un dernier français. Désolé, c'est pas notre langue, mais. C'est pas bon, c'est pas bon. Les Guinéens se font chaque fois moquer en Afrique à cause de leur français. On connaît l'accent camerounais, on connaît le français guinéen. Mais toi, tu vas avoir des problèmes à la maison, mon frère. Laquelle? La vie recommence petit à petit. Ces marchands ambulants comptent sur le retour de la stabilité pour reprendre pleinement leurs activités. La situation actuelle est très grave. C'est très grave. La façon dont on tue les gens ici, c'est très grave. Vraiment, moi, tout ce que je demande que ça cesse. Et le développement d'un pays, d'abord, c'est la justice. Il faut qu'on maintienne ça. Je dis ça aux dirigeants de maintenir la justice dans le pays. La légalité entre nous. Un fort dispositif de sécurité a été déployé dans tous les quartiers de Conakry. Des forces de l'ordre qui n'ont pas accepté d'être filmées. À Dixine, en banlieue de Conakry, les habitants ont peur de regain de la violence. Cette mère de famille appelle les acteurs politiques à la responsabilité.
Que tous les Guinéens acceptent le vainqueur. Que celui qui a gagné soit au pouvoir et que tous acceptent de l'accompagner. Nous, les femmes, nous avons vraiment souffert de cette situation. Et nous sommes très inquiètes. Depuis mardi, la Commission électorale nationale indépendante publie des résultats partiels et provisoires de certaines circonscriptions électorales de la Guinée, des résultats qui donnent Alpha Condé en tête, mais contestés par l'UFDG, le principal parti de l'opposition. Son leader, Cyril Dane-Gallo, estime qu'il a remporté la présidentielle dès le premier tour, sans attendre le décompte officiel. En tout cas, ouais, selon le cas de la Guinée, même pas seulement le cas de la Guinée, en fait, c'est qu'on oublie souvent, comme la maman vient de dire, c'est en fait qu'on oublie que dans tous ces trucs de guerre, les personnes qui souffrent le plus sont les femmes. Et ça, c'est vraiment grave. Surtout pour nous, les Africains, qui, apparemment, mettons la femme dans les sphères et tout ça. Quand on fait tous nos conflits, la plupart des temps, ce sont des conflits créés par des hommes. Et les personnes qui portent le plus les pots cassés pour ça, ce sont les femmes. Le Congo aussi. Ouais, dans le cas de la Guinée particulièrement, mais il y a une histoire de guerre. À chaque fois qu'il y a des élections, il y a des centaines, il y a des milliers de femmes qui se font violer. Tu vois, il y a des milliers de femmes qui meurent. Là, particulièrement en Guinée en ce moment. Moi aussi, je suis peuple. Mais ils sont en train de faire la chasse au peuple. Parce que l'opposition de celui qui est au pouvoir, c'est un peu. Donc maintenant, quand tous ces politiciens font leurs problèmes, là, quand ils font leurs embrouilles, ça tombe sur le peuple. Et après, comme nous en Afrique, on aime toujours les trucs d'ethnie, machin truc, et on prend tout personnellement. Les gens ils se disent, ouais, non, tu es peu, tu es un fils de pute. Désolé pour le langage, mais c'est comme ça qu'ils pensent. Je dois te tuer. Et il y a plein de gens qui se font tuer comme ça. Tu as des vidéos sur internet, tu vois des gens qui se font tirer dessus en pleine journée. Il y en a tout qui m'a raconté, il y a une femme de son quartier, au bled, elle est partie faire les courses, on l'a retrouvée dans un carnivore. Les gens ils l'ont violée et abattue. Et c'est ça que je dis, c'est que ne faut pas oublier que nos mamans là-bas, elles souffrent. Donc, tous ces conflits-là, c'est bien que vous ayez des agendas politiques et tout ça, mais n'oubliez pas qu'à la fin de la journée, c'est pas vous qui souffrez. Tu vois, c'est pas vous qui souffrez. À la fin de la journée, tu as perdu, tu n'as pas perdu, tu as tes millions, tu t'en fous du bas peuple. Mais eux, ils perdent des gens pour des idéologies que vous avez mis dans le monde. Et ça, c'est très grave. Et même pour quelle idéologie? Parce que les gens, ils ont même pas une idéologie en fait. Parce que même les gens qui votent, en vrai, souvent, ils ne connaissent même pas c'est quoi ton plan politique. C'est ça le problème, c'est justement ça le problème encore dans cette démocratie-là qui se dit démocratie, mais qui n'est pas une démocratie. Parce que quand tu viens, que tu bats les élections, et tu bats une campagne et que tu ne peux même pas donner une feuille de route, c'est genre un programme, et tu te dis, vas-y, il faut qu'on me vote. Le gars, par exemple, on prend le cas de Alpha Condé, moi. Le gars, il a été pendant 40 ans, mon frère, 40 ans dans l'opposition. Mon frère, il a galéré. Dans les confrères, il a galéré. Le gars, il a touché le pouvoir. Il a galéré. 40 ans de galère. Après 40 ans, mon frère, il a eu 10 ans, mon frère, il a dit, c'est trop doux. C'est trop doux. Ça suffit pas. Je vais tracer encore. Mais le gars, frère, vieux père, 82 ans. Prends la retraite, souffle. 40 ans de bataille. Il faut souffler. Va, maintenant tu as fait le jeton, non? Et après, pour autant, mais même pas. Amnistie pour lui, il n'y a pas de souci. Mais gros, mais c'est que tu disais tout à l'heure et tout par rapport à ce problème ethnique là. Parce que, à ce moment, quand tu es coincé, là tu viens avec le débat ethnique. Alors que le débat ethnique, c'est un problème très sérieux en Afrique parce que, en 1883, quand on a divisé l'Afrique là, les gens n'ont jamais tenu compte des ethnies. N'ont jamais pris pour agent comptant tous ces anciens royaumes, ces anciens empires et tout. Donc on s'est retrouvés à vivre ensemble et à partager ensemble. Et on a vécu la même merde, la même misère avec le colonialisme et tout. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et la troisième chose, c'est qu'on est tous noirs, on est tous africains. Donc on ne devrait pas être là en train de se tirer dessus. Et donc, si quelqu'un comme Alpha Condé, qui a passé 10 ans au pouvoir, me vient avec des idées pareilles, mon frère,
C'est-à-dire que c'est un no-go. C'est vrai que... De toute façon, Alpha Condé, sincèrement, pour te dire la vérité, pour moi, c'est le pire président non, je suis d'accord avec africain, parce qu'il ne fait pas honneur à la Guinée, qui est un très grand pays, qui a une très grande histoire, premier pays indépendant de l'Afrique. C'est Touré, mon frère. Tu vois, un très très grand pays. Ce président-là, vraiment, il fait juste honte à la Guinée. Je suis vu dans cette interview, je me suis dit, mais ça, sûrement, c'est le président le plus illettré que l'Afrique a. Mais est-ce que tu sais que le gars, il a été professeur à la Sorbonne, je ne sais pas quoi? Ouais, je ne sais pas. Sûrement, c'est un faux diplôme, je ne sais pas. Bon, bref, tu vois, mais vraiment, c'est lamentable. C'est très honteux. Un président qui dit pendant 10 ans au pouvoir, qui a promis des choses. Il a dit qu'il allait construire des écoles, il a dit qu'il allait construire des hôtels, il allait construire ça. Il a dit qu'il allait ramener de l'électricité. Mais il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux par manque d'électricité. Des nouveau-nés qui meurent. Des nouveau-nés nés prématurément, ils meurent dans les hôpitaux par manque d'électricité. 10 ans de pouvoir, aucun changement, mais tu veux nous expliquer que tu as gagné les élections. Les élections, en plus, qu'ils ont inventé un nouveau système. Une élection en un tour. Un coup KO. Un coup KO. Ah les gars, vous avez cru que c'était FIFA. J'ai un mal de boxe, mon frère. Un coup KO. Même un mal de boxe, c'est pas comme ça, mon frère. Il y a des rounds. Si tu as pris un KO au premier tour, il y a pas. Et sans oublier que, déjà même pour son deuxième mandat, le gars il a fait une remontada impossible. Comment tu peux quitter de 18% à 52%? Mais tu vois, c'est tellement des malins, Le gars, en fait, il n'était pas encore président quand il y a eu Dadis Camara, par exemple, et que après ça, vas-y, chien. Voilà. Bon, Dadis. C'est un chien. Dadis, c'est Dadis, quoi. C'est Dadis, c'est Dadis. Dadis, c'est un Dadis. C'est comme ça. Et bref, ça, c'est un autre débat. Mais la constitution, ils ont changé la constitution guinéenne pour qu'elle puisse avoir une cohésion, pour rassembler tous les fils et tous les acteurs politiques aussi, pour qu'ils puissent commencer un vrai processus démocratique et tout. Et là, cette constitution disait que, par exemple, Alpha Condé ne pouvait pas briguer un troisième mandat. Et justement, il a changé la constitution. Mais justement, et là, ils ont dit non. Il a remixé. Il a remixé la bague, tu vois. Il a mis un peu de sel, un peu de Maggi dedans, mon frère. Il a dit c'est pas bon, mon frère. Le gars, il change la constitution, mon frère. Il dit que non. Maintenant, j'ai le droit de me présenter. Mon frère, l'opposition a aussi battu mon frère fatigué. Parce que lui, ce sont ces gars qui décident qui sera président ou pas. Parce que la CENI, c'est lui qui a mis. La Cour constitutionnelle, c'est lui qui a décidé. Et donc, il a pu se présenter. Mais néanmoins, mon frère, les résultats sont sortis doucement. C'est demain, normalement, que les résultats finaux. Dimanche, Final, je sais pas. On s'en va. Les résultats sortent demain, officiellement. Et Cédric Diallo s'est déjà proclamé président. Mais ça, c'est aussi n'importe quoi. Bon, sincèrement, moi personnellement, quand je regarde les deux cas, j'ai peur pour la Guinée en fait. Parce qu'il y a l'autre qui dit, avant que les résultats soient sortis, c'est quel sujet gagné. Il y a l'autre, il manipule la constitution comme il a envie pour pouvoir rester au pouvoir. Il empêche l'autre de faire des campagnes dans son village natal. Il empêche. Non mais gros, c'est là que on doit revenir encore sur ce débat de la démocratie en Afrique en fait. Tu vois? Parce qu'on se pose des questions en fait, est-ce que la démocratie vraiment c'est le bon système pour l'Afrique? Et on a eu un podcast dessus, je ne sais pas même pas si on l'a publié ou pas. On n'a pas publié. Voilà, on n'a pas publié. Mais on reviendra sur le sujet parce que c'est vraiment intéressant d'encore décortiquer ce système-là qui est vendu comme le meilleur des systèmes pour les peuples du monde. Et que, bien sûr, on est partagé. Juste pour donner mon image, pour moi, la démocratie a fait ses preuves que ça ne marche pas pour nous. Il faut, ça ne marche pas parce que l'échelle est tellement grande et il y a tellement de différentes ethnies que
c'est tellement diversifié que c'est difficile de ramener tout le monde à la même table. Donc voilà. Mais bon, bref, moi, ce que moi j'aimerais bien dire par rapport encore à la Guinée et par rapport à ce truc de tribalisme, c'est que l'homme blanc n'a rien à voir avec, dans le sens où, bien sûr, il a coupé les frontières, machin, tout ça, mais on a tous quand même du bon sens pour savoir ce qui est mauvais et ce qui est bien. Tu vois, donc on sait très bien qu'aller violer une femme, tuer une personne parce qu'il est peul ou parce qu'il vient d'une autre ethnie, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens et ça, tu peux pas dire que c'est parce qu'il y a les frontières, machin truc. Pour les ententes et pour le business, je peux comprendre. Mais sur des points comme ça, de base, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est trop bas en fait, c'est trop bas. C'est trop terre à terre, c'est trop con. Et moi, je voudrais encore toucher ce point-là, dire que non, en fait, si tu es politicien et que tu veux faire de la politique et que tu n'as pas d'idéologie et que tu n'as pas d'idée et que tu ne veux pas développer le pays et que tu n'es pas un patriote, mon frère, il faut laisser. Non, il faut laisser. Il a sorti un freestyle. Non, il faut laisser. Mon frère, moi, je suis un rappeur politicien. Il faut laisser. Non, c'est sérieux. La vérité, c'est sérieux parce que ces gars-là, ils viennent seulement, vas-y, ils sont en cours d'idées et tout, ils essaient de jouer la jeunesse encore qui est là, qui est tellement désespérée. Ils se disent, vas-y, on va soutenir. Et ils prennent tout ce qui est. Même pas, on va parler de la jeunesse, en fait, parce que c'est une question de propagande. Ouais. Ils font une propagande et les gens. En même temps, pour la Guinée, ici, parce qu'on pourrait parler pendant des heures, parce que c'est vraiment la Guinée, vraiment une histoire. Mais je veux ajouter chaque élection. Mais je veux ajouter une dernière chose. Ce que je veux ajouter en dernier, c'est que la situation qui est actuellement là, venant de quelqu'un comme Alpha Condé, c'est vraiment décevant parce que quelqu'un qui s'est battu pour la démocratie pendant 40 ans et qui se retrouve au pouvoir et pendant 10 années qui n'a pas envoyé de résultats concrets. Aucun, pas concret. Pour la jeunesse. En 10 années, il a pu construire un hôtel ou deux. Et des hôtels de surbois, tu vois. Ouais. Il aurait pu construire des hôpitaux et des écoles. Ah oui. Mais il a construit des hôtels. Grâce à J'ai pas envie de dormir si je suis. Grâce à Bolloré, je suis sûr. Mais bon, là n'est pas la question, mais quand même c'est décevant. Avec 82 ans, gros, tu as fini 10 ans, même si tu n'as rien foutu, mon frère. Tu es un bridge, tu es un pont vers une démocratie dans ton pays. Comme je disais, c'est que qui dit Eldorado dit conflit d'intérêt. Tu vois, il n'y a pas pour un président. Lui, il cherche à faire ce qui est bien financièrement pour son pays. Tu vois, dans ce cas particulièrement là, il a fait des très bons choix qui a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir d'évoluer bien financièrement, tu vois. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle il a eu le soutien. Mais il n'était pas déjà économiste, non? C'est un économiste, c'est quelqu'un qui a traîné sa bosse au FMI, à la BCAO et tout. C'est justement cette raison-là qui a poussé des gars comme Henri Konan Bédier et Guillaume Soro de le soutenir parce qu'ils se sont dit que bon voilà, la Côte d'Ivoire est en train de flancher et tout. Vas-y, on le soutient, peut-être qu'il va rehausser le niveau de la Côte d'Ivoire, rehausser le niveau de vie des habitants et tout ça. Bon, rehausser l'économie en gros, tu vois, c'est une des raisons pour laquelle... tu penses que ça a abouti, plus ou moins? Je pense que d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il a joué sa partition. Peut-être qu'il n'a pas encore terminé, justement, c'est peut-être pourquoi il voulait toujours avoir un troisième mandat. Mais je pense qu'il a mis le pays sur un bon chemin. Parce que, mine de rien, mon frère, en 2010, il y a eu la crise là-bas, mon frère. Bon, si on considère 2010 et 2020, actuellement, mon frère, 10 ans d'écart, et là où la Côte d'Ivoire est actuellement, que nous, par exemple, on vit ici, mon frère, mais chaque fois qu'on réfléchit, où est-ce que je peux aller m'installer dès que je rentre en Afrique et tout, tu dis la Côte d'Ivoire. C'est un des premiers. C'est une première destination, tu te dis soit la Côte d'Ivoire, soit le Sénégal, tu vois, parce que pour nous c'est bien clair, tu vois, soit la Côte d'Ivoire, soit le Sénégal, peut-être pour d'autres raisons. Pour nous les francophones, on doit. Ouais, au final, tu vois. Donc voilà, je me dis qu'ils ont joué leur partition. Peut-être que ce n'est pas parfait comme ça devrait l'être, mais en même temps aussi, vu le passé récent du pays et tout, on ne pouvait pas mieux faire. Mais ouais, je pense que de toute façon, quand tu es être président en Afrique, c'est une position très dangereuse. C'est pour ça que moi, je ne pourrais jamais le faire. Parce que dans tout ce que tu fais, il y a toujours quand même des gens qui vont se plaindre. Parce que là, on vient de parler du point de vue financier. Mais après,
à la fin de la journée, quand il fait évoluer l'économie du pays, il fait évoluer en fait qui aussi. Parce que est-ce que lui, il fait juste évoluer les multinationales? Est-ce qu'il appelle juste des startups qui ont vraiment des millions pour venir investir dans son pays? Ou est-ce que aussi il permet à la population normale et basique comme nous de gagner leur pain? Parce que c'est très différent. Parce qu'il y a des trucs, par exemple, moi je regardais des vidéos sur le développement de la Côte d'Ivoire, tu vois qu'il y a beaucoup de bureaux qui sont construits, il y a des zones de non-taxes pour attirer les entreprises. Mais tous ces gens qui viennent là, ce qu'en fait ils viennent créer comme emploi, ce n'est pas un emploi pour le bas peuple. Tu vois, c'est un emploi pour un Ivoirien qui a fait des longues études, un Ivoirien qui vient d'une bonne famille, un Ivoirien surdoué, mais pas pour l'Ivoirien lambda. Tu vois, donc ce qui fait que dans tout ce mandat-là, il a fait des bonnes choses. On voit l'économie a été boostée, tout ça. Mais ça, ce sont des gros chiffres qui sont divisés, qui n'apparaissent pas en fait dans le PIB en vrai. Tu vois, c'est des gros chiffres, des capitaux, machin, qui ont fait ça, blablabla. Mais après, l'Ivoirien lambda, il ne voit rien de tout ça. Parce que le problème souvent qu'on a aussi en Afrique, c'est que les gens, quand on invite chez nous, par exemple à les zones de non-taxes et tout ça, ils viennent, ils gagnent de l'argent, mais l'argent qu'ils ont gagné, ils le renvoient. Les capitaux sont renvoyés. Tu vois? Donc ces pays-là, en fait, est-ce que ça évolue vraiment? Ou c'est un semblant? Par rapport à ça, tu as touché un bon point parce que c'est intéressant de parler de ça, parce que je pense que tu as raison. Tu as raison. Mais d'une manière ou d'une autre, attirer des capitaux extérieurs, c'est toujours bon. Toujours. C'est toujours bon. Je ne refuse pas. Permettre aux entreprises de venir s'installer dans un autre pays et leur permettre aussi, leur donner cette possibilité aussi de se développer, c'est pas mauvais. Mon frère, si on prend justement le cas de la Chine, qui n'a pas ouvert tout son pays, justement, c'est ça le problème entre la Côte d'Ivoire, et si on fait une comparaison entre la Côte d'Ivoire et la Chine, par exemple, la Chine, elle a ouvert juste une petite côte là, mon frère, il dit non, là, vous venez, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Le reste là, touche pas, parce que nous, on est concentrés. Mais justement, c'est ça le problème, c'est que c'était un libéralisme très, voilà, c'est du libéralisme en fait. Alors que tu peux ouvrir une partie et toujours avoir le contrôle dessus. Mais en connaissant une personne comme Alassane Ouattara, qui est économiste, qui a tourné sa bourse à New York, qui était dans la bourse, vu sa carrière et tout, logiquement, il est partisan du libéralisme. Et même ceux qui l'ont soutenu pour qu'il arrive au pouvoir. Surtout partisan du capitalisme. Voilà, je ne sais pas si c'est toujours bien pour la population. Exactement, c'est pas toujours bien pour la population, mais exactement, en parlant de la population, en parlant des citoyens lambda et tout, il faut savoir qu'à Abidjan, le gars, il a causé beaucoup de dégâts parce que il y a des gens qui habitaient dans les ghettos. Des délocalisations. Voilà, des délocalisations, vas-y, on vient, on dit que voilà, tu habites là, tu n'as pas le droit, vas-y, on rase tout pour donner la possibilité à des grosses entreprises de construire dessus. Mais derrière, tu n'as même pas de relocation, tu ne peux pas te reloger, alors que tu vis là-bas parce que tu ne peux pas, justement. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de chasser encore les pauvres et de les mettre. Mais avec quelle perspective? C'est justement encore, on touche encore ce problème-là de l'Afrique, là où on ne donne pas de perspective à la jeunesse ni à la population pour pouvoir se développer elle-même. Donc, c'est là mon problème. C'est là mon problème parce que les plans sont faits trop sur le grand plan. Tu vois, genre, c'est toujours macro, tu vois. Et ça ne pense jamais aux citoyens lambda. Tu vois. Et c'est ça le problème. Parce que c'est bien, vous construisez vos gratte-ciel, vous avez du luxe, vous avez tout ça là. C'est cool. Monsieur le gars va tous les jours, mon frère. Voilà, tu vois, et pour les autres combats, ça peut beaucoup qui change. Peut-être qu'il y aura quelques bonnes qui auront plus d'emplois et tout ça, il y aura quelques maçons qui auront d'emplois pour construire. Mais tu vois, après, ça leur sert pas à grand chose. Tout ça, ça finit à un moment donné. Oui, mais en fait, dans le cas de la Côte d'Ivoire encore, ce qui me touche encore, c'est ce truc-là où ces gars-là, ils ne veulent pas laisser le bail en fait. Tu vois, ils sentent que le gâteau là, on doit encore le partager. Mon frère! Mais ça, c'est la politique après. Non, mais c'est des histoires, mon frère, mais c'est des bêtises, gros. Tima,
Je pense que tout jeune Africain veut le changement dans son pays, mon frère. On veut des jeunes à la tête des pays, mon frère. Voilà. Et ça, je pense que... J'allais conclure sur ça à la fin de la vidéo. Ouais, et je pense que toutes les constitutions africaines, dès à présent, doivent mettre une clause ou un article qui dit que non, tu as le droit d'être président jusqu'à... À partir d'un certain âge. Pas plus, mon frère. T'es quelqu'un comme Arikona Bédié, 82 ans, Guénan vit, comment il s'appelle encore, Alpha Condé, mon frère. Ouais. Et qui dit non, jamais. Mon frère, il n'a jamais été président, mon frère. Notre homme disait que. Non, comment. Le gars qui se bat contre Trump, là, comment il s'appelle déjà? C'est Joe Biden. Joe Biden, là. Que non, mais il est vieux. Ah, il n'est pas vieux. Parce que si tu comprends avec les. Mon frère, imagine que quand le gars était là, l'indépendance du Cameroun, il est encore là. C'est un peu si Paul Biya est mort, il est tout le monde. Moi, je dis, souvent, ça fait genre 6 mois, personne ne l'a vu. Personne ne sait ce qu'il fait, mon frère. Donc, tu vois, ce genre de truc. Dans les pays, j'ai pas une mafia, mon frère. Donc, il faut arrêter, c'est l'économie qu'il faut arrêter, moi. Nous, on n'en veut plus, on n'en veut plus. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, tu sens le changement, mon frère. La jeunesse veut le changement. Au Mali. Mais pas que là-bas, dans le monde entier. Je pense que souvent, on insulte les social media et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de côtés très négatifs. Mais je pense que le côté positif aussi des social media, c'est de faire en sorte que la jeunesse, en fait, c'est là qu'eux, ils sont concentrés sur ça. C'est-à-dire que quand tu mets tes informations dessus, c'est là qu'ils vont les consommer. Et quand ils voient que leurs amis partagent un truc, c'est là qu'ils s'intéressent. Quand ils voient qu'il y a un engouement, un hashtag, un hype, c'est là qu'ils en sont intéressés. Et là, la jeunesse commence à prendre conscience et s'activer en fait. Là, tu remarques que maintenant, j'ai l'impression, en tout cas, même dans les gens que je côtoie, qu'il y a de plus en plus d'activistes. S'ils ne sont pas activistes, du moins ils ont l'intérêt. Tu vois, et il n'y avait pas ça il y a quelques années. C'est-à-dire que tu vois, dans tous les pays, maintenant, quand les gens se soulèvent, c'est la jeunesse qui se soulève. Aux États-Unis, c'est la jeunesse. En fait, ça a toujours été la jeunesse, les étudiants, mais c'était surtout les étudiants avant. Maintenant, tu as les gens qui n'ont pas diplômé, qui n'ont pas allé à l'école. Même les bicraveurs, même, ils sont dans la street. Tu vois, il y a plein de monde, tout le monde est dans la street. Je me rappelle en 2012, quand je suis arrivé ici, chaque fois qu'on se rencontrait et qu'on discutait, tout, que j'étais toujours très politique et tout, on dit ah, c'est pas pareil, vas-y, calme-toi. Ouais, moi, j'ai toujours été politique. Ouais, mais tu vois, genre, avec les autres potes et tout, vas-y, pour eux c'était trop. À chaque fois qu'on sortait, on partait en soirée, je me disais, mais arrêtez. Tu vois, genre, alors que, tu vois, c'est ça en fait le bas. Si on ne peut pas s'asseoir et puis discuter par rapport à ces genre de trucs-là, il n'y aura pas de changement. Mais en même temps aussi, il faut revenir sur ce bail. Par exemple, Ouattara, qui dit que, tu sais qu'il a dit explicitement dans une interview qu'il n'allait plus se représenter pour un troisième mandat. D'ailleurs, même, il n'avait plus le droit de se représenter pour un troisième mandat. Mais quand même il a trouvé le stratagème, tu vois, pour se représenter à un mandat, mon frère. Le gars, il a dit que non, il ne se représente pas. Et il y avait un autre gars là et tout, Koulibaly, à son nom, le gars, à ce moment, il a commencé parce qu'il avait un problème de cœur. Et le gars, il a commencé. Donc, dans tout son parti politique RHDP, là, mon frère, il n'a personne. Il y a Ahmed Bakayoko, mon frère. Lui, là, lui c'est trop inquiétant, mon frère. C'est que non. Ah, mon gars, on connaît ton nom depuis qu'on est petit. Ahmed Bakayoko. C'est comme le pouvoir occuper les carrés, mon frère. On dirait la tête, comment les gars vont venir là-bas pour aller les cigares. Investiture du président de la Côte d'Ivoire, tu vois, qui est certain, mon frère, couper des carrés. Depuis qu'Ahmed Bakayoko est devenu président, il y a du Gucci au vide. Il tombe partout, mon frère. Peut-être que c'est pour cette raison qu'il n'a pas voulu le pousser, le propulser, mais je suis sûr que dans le RHDP aussi, il y a des jeunes qui sont dynamiques, il y a des jeunes qui sont des intellectuels qui sont vraiment dynamiques, qui peuvent faire du bon boulot. C'est-à-dire que ces gens-là, après eux, on va toujours avancer. Et même sans eux-mêmes, on va mieux avancer même viso. Que ce soit Laurent Gbagbo, j'aime bien Laurent Gbagbo. Que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit Arikona Bédié. Toi, tu penses même quoi de ça, du fait qu'il veut se présenter? Il s'est présenté ou pas? Il a des... Mais non, la situation de mon pays, le Camer. Ouais, c'est une situation très spéciale, une situation qui me désole le plus en fait parce que
La situation au Cameroun, c'est, pour juste vous expliquer, au Cameroun, il y a la crise anglophone, comme ça s'appelle là, avec le hashtag sur Instagram. C'est une crise où les anglophones, en fait, ils veulent être indépendants du Cameroun, ou plus ou moins que le Cameroun leur donne plus de pouvoir, en fait, et les inclut plus dans les choix qui sont faits pour le pays, parce qu'il y a des inégalités qui sont très graves. Et ils voulaient créer, en fait, l'Ambazonie, et à cause de ça, ça a créé des problèmes, tout ça. Bref, le président a déclaré la guerre à l'Ambazonie, et il y a des meurtres et des morts depuis 2016. Une situation qui est très grave, parce que j'ai remarqué sur YouTube, en essayant de préparer la vidéo, qu'il y a très peu d'informations qui sont récentes. Ce qui veut dire que ce n'est pas assez médiatisé, ce qui veut dire que les Camerounais eux-mêmes, francophones, s'en foutent complètement de la situation de leurs confrères et s'en foutent éperdument du fait qu'ils sont en train de mourir et qu'ils font partie de leur pays. Et c'est très très grave pour moi, parce que ça me désole. Comme moi je l'ai déjà dit, je le redis, moi j'ai toujours été fier que le Cameroun, on est avec le Canada, les seuls pays au monde avec le français et l'anglais comme langue officielle de leur pays. Et moi j'ai toujours été fier en tant que Camerounais, et j'ai toujours exigé, pour moi, quand je croisais un Camerounais qui ne parlait pas anglais et français, c'était une honte. Pour moi, parce que pour moi c'est une fierté. Tu vois, donc je ne comprends pas pourquoi les gens ils se mettent là, face à ces situations-là, ils ignorent le fait qu'on est en train de tuer leurs voisins, leurs frères et tout ça. Et pour comprendre ces crises-là, c'est en fait, comment dire, ça vient tellement de longtemps, même déjà avant la décolonialisation du Cameroun, tu vois. Il faut te dire que le nord-ouest du Cameroun, à la base, et le nord-ouest et l'ouest, là, le côté anglophone, allait de l'ouest au nord-ouest. Il y a une partie du nord-ouest qui s'entendait plus avec le Nigeria, juste pour faire l'histoire courte, s'entendait plus avec le Nigeria. Donc, eux, ils sont partagés après, après les indépendances. Eux, ils sont allés au Nigeria. Et la partie sud est allée au Cameroun. En fait, les deux faisaient partie du Nigeria, plus ou moins, à cause de l'Angleterre. Avec le Biafra et tout, c'est chez moi. Voilà, non, c'est pas à cause de la guerre, c'est à cause de... Après que l'Angleterre ait pris le Cameroun, ils sont partagés avec la France d'un côté, et l'Angleterre à l'autre côté. L'Angleterre est le côté ouest, nord-ouest. Et ils ont mis ça en fait sur sous-tutelle un peu nigériane, donc ça travaille avec le Nigeria en vrai. Tu vois, donc, en l'ouest, ceux du sud, tu dois dire, il y a tout le côté comme ça là. Au nord, eux ils s'entendaient bien avec les Nigérians, au sud, ils ne s'entendaient pas du tout avec les Nigérians les traitaient mal. Donc eux, quand ils ont eu l'occasion de choisir les deux, de quel côté ils voulaient aller, le nord est allé au Nigeria, et le sud est allé au Cameroun, tu vois. Et depuis là, il y a toujours des malentendus, parce que la République du Cameroun a choisi plutôt de vouloir les rendre francophones, en fait, sans accepter tout simplement leurs différences et tout ça. À la base, ils avaient leur propre... ils étaient pratiquement indépendants, tu vois. Le Cameroun, c'était la République unie du Cameroun, dont tu vois. Donc c'était très différent de maintenant. Même le drapeau était autre. On avait 2 étoiles à la place d'une étoile, tu vois. Donc c'est Paul Biya qui a changé ça, après la mort d'Aïdio, tout ça. Donc du coup, c'est qu'eux ils demandent maintenant, c'est de revenir au système ancien où ils ont plus de pouvoir. Et ils peuvent choisir le même truc, tu vois. Et moi, je respecte tout ça personnellement, parce que je me dis, sincèrement, tu vis dans un pays où on ne respecte pas ton choix,
où les magistrats de ta région sont majoritairement francophones. Ça veut dire que toi, tu n'as pas de... Voilà, en fait t'es comme t'es comme un corps étranger en fait dans un pays qui refuse de t'accepter pleinement. Tu vois. Voilà, et c'est ça en fait qu'il y a ce problème-là. Et moi je trouve ça vraiment très grave et je trouve ça vraiment très dommage aussi que ça soit pas du tout médiatisé comme il le faut. Tu vois, la plupart des vidéos que tu vois, c'est des vidéos d'il y a 7, 8, 9 mois, 2 ans, un truc comme ça. Et c'est vraiment triste un peu parce que il y a des gens qui meurent pour de vrai, il y a des enfants qui ne sont pas allés à l'école depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et plus, tu vois. Et c'est vraiment grave, il y a des gens qui ont perdu leur famille, des gens qui habitent dans la forêt. C'est vraiment très grave. Et pour moi, c'est encore la preuve que la plupart des États africains faillissent à leur devoir de gérer la population parce qu'ils n'écoutent pas du tout leur population, ils ne se donnent pas la peine de les écouter et de savoir ce dont ils ont besoin. Et on a des gouvernements vieillissants qui ont des pensées archaïques. C'est là que ça revient encore à la question que j'avais posée une fois, où tout le monde m'a hué, je lui ai dit, mais vous ne pensez pas quelque part que la situation des Africains maintenant, la situation de l'Afrique, c'est la faute de nos parents? On m'a jugé, on m'a dit nanani, nanana, non, mais je pense qu'il y a du débat. Non, je vois ce que tu veux dire, si tu dis que c'est la faute de nos parents et tout, je vois ce que tu veux dire, mais c'est mal exprimé en fait, c'est-à-dire que tu utilises les mauvais mots, mais c'est-à-dire que, et je vais revenir vite fait sur le cas du Cameroun avant de continuer. En fait, je me dis que, et tu as dit tout à l'heure, le problème c'est le manque de vision des leaders en fait. Parce que non seulement ils sont vieux, ils sont limités dans la tête, c'est-à-dire que eux c'est leur ego, ils ne laissent pas la place à cette jeunesse-là. On a des technocrates, on a des gens qui sont super intelligents, on a des gens qui sont 1000 fois meilleurs qu'eux pour diriger le pays, qui sont capables d'être bonhommes, mais ils leur refusent l'accès. C'est-à-dire qu'il faut que tu te brattes moins cher, en tant qu'intellectuel, il faut que tu sois dans le parti, pour pouvoir espérer même avoir un poste digne de ce nom pour que tu puisses exercer ton métier. Et même ça aussi, tu dois faire gaffe. Et c'est dommage. Et si on revient sur le cas global de c'est de la faute de nos parents, moi je pense pas forcément. Moi je dis la vérité. Je dis la faute de nos parents, je dis pas directement. Non, pas directement parce que par rapport à la façon dont ils t'empêchent souvent d'être toi-même, ils t'empêchent d'atteindre ton potentiel pleinement, ils te forcent à choisir un parti politique par rapport à un autre parti politique avec ses pensées archaïques. Non, lui il est peu comme toi, donc c'est lui le bon type. Je vois exactement ce que tu veux dire, mais comme on dit, hein, tu as beau chasser le naturel, il revient toujours au galop. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir, mon frère. Ça veut dire que, mon frère, si tu es naturellement quelqu'un de... Si tu le penses vraiment, tu ne peux pas te laisser canaliser, mon frère. On peut se laisser manipuler, certes, on a toujours cet esprit-là de jugeote et tout, cet esprit qui nous ramène à pouvoir aussi remettre les choses en clair. C'est à nous de décider si on l'écoute ou pas, ou si on écoute la propagande. Et ça, c'est un autre débat, parce que la plupart du temps, on est bien conditionné pour pouvoir suivre la propagande au lieu de prendre des choix, au lieu de faire des choix qui sont judicieux. Et c'est ça qui est dommage en fait pour l'Afrique et pour sa jeunesse, parce qu'on doit comprendre qu'en tant que jeune, mon frère, c'est nous l'avenir et c'est nous on doit hustle, on doit faire les bails pour qu'on puisse s'en sortir. Si ton frère il est intellectuel et qu'il s'engage en politique et que tu sais qu'il a le cœur blanc et qu'il a une vision qui sera mieux pour toi pour l'avenir, frère, soutiens-le. Parce que les vieux là, le problème c'est que c'est pas le soutien qui manque. La jeunesse, au Cameroun par exemple, je crois que la jeunesse, ça fait longtemps que j'étais pas, je peux pas parler pour eux, mais de mon ressenti, c'est que la jeunesse a même peur de participer au pouvoir en fait. C'est-à-dire qu'ils ont le désir de changer les choses, certes, mais ils ont aussi un désespoir
quand tu vois celui qui est assis en haut, c'est le deuxième plus long dictateur sur le continent, tu vois. C'est vrai que ça blase, ouais. Tu vois, c'est blasant, tu vois. Que même quand le gars on dit qu'il est mort, il n'est pas mort. Tu vois, mais non, tu vois, genre, on dirait que tu parles d'un mythe. Donc du coup, pour eux, c'est un peu, on est dans ces situations, fuck. Après, le gars qui se bat contre lui, John Fuji. C'est le même gars depuis que je suis bébé, frère. C'est le même opposant contre le même type. C'est le même protagonisme. C'est toujours les mêmes. C'est les mêmes protagonistes. Que ce soit en Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire. C'est là maintenant qu'on a eu un nouveau protagoniste. Que ce soit en Guinée, là qu'on a parlé tout à l'heure, mon frère, c'est les mêmes protagonistes, mon frère. Que ce soit au Burkina Faso, laisse qu'on parle, là, on parle, toujours les mêmes. Que ce soit au Niger, mon frère. Toujours les mêmes. Que ce soit au Tchad, mon frère. C'est quoi votre problème là? Mais le président du Tchad, moi je le kiffe, c'est un vrai type. Non, là c'est mort. Parce que lui c'est un mégalomane, mon frère. Il est trop stylé. Lui c'est un mégalomane. J'ai suivi son interview. C'est un gangster. Mon frère, c'est un gangster, c'est un mégalomane, c'est un gangster, mon frère. Le gars c'est un gangster, c'est un mégalomane. Arrêtez. Non, dans la vérité, à toute honnêteté, il faut qu'on change. Et le changement.